Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors demain, tous allergiques, bien la question se pose. D'après les projections de l'OMS, nous serons une personne sur deux à être touchée par les allergies d'ici 2050. Pollen, fruits à coque, œufs, acariens, le nombre d'allergiques a doublé en 15 ans et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. 30% de la population souffre d'allergies, un chiffre qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Alors comment expliquer ce phénomène? Quels sont les principaux facteurs en cause? Et si on ne peut pas guérir aujourd'hui les allergies, pourrait-on en revanche les prévenir ou de moins soulager les symptômes? Autant de questions que je vais poser à mes invités. Docteur Lionel Leguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin allergologue, pneumologue à Périgueux. Vous êtes également référent du Polinarium Sentinelle de l'Anne-Marie. Merci encore d'être avec nous. Sylvie Carmamon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de projet Data du groupe Vive. Et puis Axel Maillet, bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes docteur en pharmacie et nutrithérapeute. Et vous verrez qu'une bonne immunité pourrait jouer un rôle préventif dans les allergies. Et ça passe par la bonne santé de nos intestins. On vous expliquera tout ça après. Alors, l'allergie est une pathologie qui est souvent banalisée avec une prise en charge malheureusement trop tardive dans la majorité des cas. Et pourtant, ces mécanismes sont complexes. C'est loin d'être une pathologie banale. Alors, docteur Leguet, je compte sur vous pour nous expliquer le plus simplement possible ce qui se passe dans notre organisme quand nous déclenchons une crise allergique. C'est votre mission si vous l'acceptez. Je sais que ce n'est pas simple, mais vous allez faire ça très bien. Oui, alors l'allergie, c'est une réaction excessive de notre organisme. Normalement, on a un système qui s'appelle le système immunitaire, qui est le système de défense, qui nous défend contre les virus, notamment en ce moment avec le Covid, qui nous défend contre les microbes. Mais malheureusement, des fois, il s'emballe et il se met à s'attaquer à la présence dans notre organisme de certaines substances, notamment protéiniques. Et par exemple, les acariens, le chat, le chien, les pollens vont déclencher dans l'organisme des réactions de défense inappropriées, si vous voulez. D'accord. En fait, c'est le système immunitaire qui s'emballe et qui ne devrait pas s'emballer. Voilà. En fait, ce qui est normal, c'est la tolérance à tous ces allergènes, ces poils de chat, ces particules alimentaires, etc. Et du coup, on a des symptômes, des manifestations. Voilà, on va éternuer, on va tousser. On va tousser, on peut faire de l'asthme, on peut faire des réactions cutanées telles que l'urticaire, l'eczéma. Et puis vraiment le summum de la réaction, c'est le choc anaphylactique. C'est le fameux œdème de Quincke. Ouais. Voilà, l'œdème de Quincke, à la suite notamment de piqûres d'hyménoptères, les abeilles, les guêpes, et les aliments. Les aliments sont quand même, notamment les cacahuètes, sont assez réputés pour donner des réactions extrêmement violentes. Donc ça veut dire que les allergies peuvent être mortelles dans certains cas. Mais... Ça peut être mortel. Mais est-ce qu'on peut prévoir ça? Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui va déclencher des petites réactions cutanées quand il va manger certains aliments, est-ce qu'on peut se dire cette personne-là, un jour, peut faire un œdème de Quincke ou pas? Oui et non. Oui et non, parce que... c'est un peu la roulette voilà, russe. Non, ce n'est pas la roulette. C'est le fait que... En général, lors d'une première réaction, effectivement, on peut avoir simplement des petits gratouillis dans la gorge, mais à deuxième, troisième, quatrième, cinquième contact, à ce moment-là, il peut y avoir un emballement du système de défense de l'organisme. Donc il y a un risque avec un œdème de Quincke, d'où l'importance pour ces personnes-là d'avoir toujours avec elles ce qu'on appelle la trousse de secours, c'est-à-dire des corticoïdes, des antihistaminiques et éventuellement une piqûre d'adrénaline, c'est ça? Oui, alors ce qu'il ne faut pas, c'est affoler les gens non plus. Oui. On ne fait pas ça reste rare. C'est rare qu'on fasse un choc anaphylactique d'emblée. En général, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a souvent des petits signes annonciateurs. Et notamment sur le plan de l'allergie,
par exemple, ça ne viendra pas d'un seul coup, généralement. Mais justement, qu'est-ce qui explique que pendant des années, on va avoir aucune manifestation quelconque, allergique, et puis tout d'un coup, on devient allergique, on commence à avoir des réactions au pollen ou à certains aliments? Oui. Alors, pour ma propre expérience, je ne pense pas qu'on devienne allergique. On l'est en naissant. Ouais. En naissant. Il y a une prédisposition génétique. De l'environnement, on va avoir la possibilité d'exprimer ou pas cette allergie. D'accord. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un terrain génétique, en fait. Voilà. On pense qu'il y a un terrain génétique au départ et un environnement qui va faire que l'on va développer ou pas une allergie. Très bien. Alors justement, je vous propose d'écouter le témoignage de Brice, un jeune surfeur qui nous raconte son quotidien d'allergique et ses conséquences, notamment sur ses performances sportives. C'est un sujet de Charles Dupoisat. Ce matin, à l'eau, Brice profite d'une belle session pour s'adonner à son sport de prédilection, le surf. Un effort qui lui prend beaucoup d'énergie à cause de ses allergies. Pour retourner au pic après avoir pris une vague, il faut ramer pendant, alors ça dépend énormément des spots, mais il faut ramener pendant entre 30 secondes et 5 minutes. Et c'est un effort qui doit être constant et l'allergie m'empêche d'avoir cet effort sur la durée. Que ce soit en loisir ou au travail, son rhume de foin a un impact important sur sa vie. Se concentrer sur une tâche un peu pointue quand on respire pas ou peu, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, ça affecte la vie professionnelle, ça affecte les relations également, de manière pas dramatique, mais embêtante. Son installation dans les Landes a accru l'intensité et la fréquence de son allergie et a donc demandé un changement de traitement par son médecin. Du coup, il m'a mis sous Ebastine, qui est un autre traitement un peu comparable, qu'on prend avec un cachet qu'on prend une fois par jour et qui nous accorde une protection. C'est un antihistaminique, donc ça nous accorde une protection d'à peu près 24 heures. J'ai également deux autres traitements, un qui est des pulvérisations nasales, et l'autre qui est un traitement qui est lié à l'allergie, mais plus par rapport à l'asthme d'origine allergique auquel je suis soumis. Et qui est un inhalateur que je prends une fois, 2 fois par jour en traitement de fond. Aujourd'hui, 1 personne sur 4 en France est concernée par une allergie respiratoire. Alors Brice souffre d'allergies respiratoires, rhume des foins, asthme allergique. Ce sont les allergies les plus fréquentes, docteur Leguet ? Oui. La plus fréquente, c'est quand même la rhinite allergique au pollen. Mais après, effectivement, il y a l'asthme. Alors, quels sont les rapports entre la rhinite allergique et l'asthme ? En fait, on s'aperçoit que c'est très étroit, c'est la même muqueuse, le nez et les bronches. Souvent, les personnes qui ont de la rhinite vont faire plus facilement de l'asthme, et inversement, les asthmatiques sont pratiquement tous des rhinitiques. Et qui on va consulter quand on souffre d'allergie ? On va d'abord voir son médecin généraliste ou on va tout de suite voir un allergologue comme vous ? Non, il faut d'abord voir le généraliste parce qu'il y a des formes bénignes d'allergie que l'on peut traiter avec des antihistaminiques, quelques gouttes dans les yeux, dans le nez pendant une période donnée, c'est-à-dire la période pollinique. Ceux-là, s'ils sont bien cadrés, s'il n'y a pas de souci de gêne respiratoire à l'effort, etc., on faut rester à des traitements basiques. D'accord. Par contre, dès qu'il apparaît un échappement, des réactions beaucoup plus violentes, un rhinitique qui fait de l'asthme, c'est-à-dire une des foins qui fait de l'asthme, là, il vaut mieux voir un spécialiste. Comment on dépiste ces allergies ? Quels sont les bilans à faire ? Alors, le bilan, il y a d'abord un bilan qui peut être fait par le généraliste. Tout simple, on va rechercher, la première chose, c'est les éosinophiles, qui sont des globules dans le sang. On peut faire des dosages qui permettent de quantifier la quantité d'anticorps, notamment ce qu'on appelle les IgE allergiques dans le sang. C'est tout simple, en fait. Après, si on a un doute qu'il y a une gravité, là, il faut adresser au spécialiste parce que nous avons maintenant on pratiquait des tests cutanés qui étaient très faciles, mais maintenant c'est très compliqué compte tenu des nouvelles législations
Donc, on peut avoir recours à des prises de sang qui vont être extrêmement précises. Alors justement, vous parliez des pollens, leur quantité a été multipliée par 100 depuis ces 50 dernières années en France. Il existe aujourd'hui des pollinariums un peu partout sur notre territoire. Ce sont des sortes de grands jardins où sont cultivés, où sont rassemblées les principales espèces de plantes allergisantes de la région. Et ces pollinariums vont nous donner des informations très précieuses sur les émissions de pollen. Et nous nous sommes rendus justement au pollinarium Sentinelle de l'Anne-Marie, que vous connaissez bien, docteur Leguet. Regardez. Dans ce carré de verdure, Bruno et Valérie scrutent les différentes plantes, herbes et arbres qu'ils ont à leur disposition. Ils sont à la recherche de ces petits grains. Et là, on regarde si le chaton a du pollen et ça nous permet de dire qu'il est en pleine pollinisation. Et comme ça, on peut après le déclarer en alerte. C'est le plantain qui, en ce moment, produit le plus de pollen. C'est celle qui dure vraiment du printemps jusqu'à presque à l'automne. À chaque fois, plusieurs plantes de la même espèce, pris à intervalles réguliers, pour couvrir la région autour d'Antone, sur 10 km d'est en ouest et du nord au sud. Un outil de prévention imaginé au bénéfice de la population locale. Un jour, 2 jours, on est prévenu de l'apparition des pollens. Plus on sait tôt l'apparition du pollen, plus on va prendre les mesures qui permettront d'être soulagés. Chaque territoire va avoir ses propres caractéristiques. Ici, au centre hospitalier de Lans-Marie, c'est plus de 14 espèces qui sont surveillées. Pour bénéficier de cette information, il faut s'inscrire sur le site Alerte Pollen. Elles recevront ensuite un mail qui vont les alerter du début d'émission de tous les pollens allergisants. Plus de 21 000 personnes reçoivent ces informations, un outil innovant au service des personnes sensibles au pollen. En France, 15 pollinariums sont en service et 10 sont en projet ou en création, avec un objectif à terme, quadriller tout le territoire pour informer et alerter. Donc voilà, un outil très précieux pour les allergiques. Sylvie Carmabon, vous êtes directrice de projet Data. Vous êtes en fait une trouveuse de solutions technico-fonctionnelles, une sorte de géo-trouve-tout dans l'allergie. Vous étudiez également les pollens. Racontez-nous en quoi consiste votre travail. C'est pas très courant votre métier en fait. C'est tous les projets autour de toutes les sources de données que l'on a actuellement au bénéfice justement de la santé pour trouver de nouvelles solutions potentiellement pour la santé. Et nous menons actuellement un projet pilote avec la région Normandie qui est assez volontariste sur tout ce qui est recherche, solutions numériques, innovation. Et nous regardons toute la cartographie de la région Normandie depuis 10 ans pour voir justement, on parlait de rhinite allergique, voir l'évolution des prescriptions de consommation de médicaments autour de la rhinite allergique, voir si ça progresse. Et alors en Normandie, est-ce qu'il y a plus de prescriptions ? Oui, c'est, malheureusement en 10 ans ça a beaucoup progressé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de pollen aussi en Normandie, des pollens justement, différents ? Le principe du projet, ça va être de croiser ça avec toutes les données liées au pollen depuis 10 ans. On travaille sur un historique depuis 2010 avec le réseau national de surveillance aérobiologique qui est la référence en France en termes de surveillance pollen. Et donc l'idée c'est de croiser pour voir si les épisodes polliniques ont changé depuis 10 ans, voir s'il y a un lien avec justement les prescriptions médicamenteuses pour essayer de travailler à ce que pourraient être les 10 ans à venir. Et cette cartographie, comme l'a dit le professeur, c'est très territoire, c'est-à-dire que la Normandie ne va pas évidemment avoir du tout la même configuration que les Landes, que Périgueux ou que la région lyonnaise. Et nous travaillons avec l'IGN pour justement regarder quel est l'environnement, quels sont les déterminants de santé des patients dans la région pour pouvoir faire vraiment des liens et des prévisions. Et par exemple, voir s'il y a eu évolution dans le top 5 des pollens. Vous faites des top 5 pour chaque région ? On fait des top 5 au moins pour la région Normandie dans un premier temps pour voir s'il y a eu un changement avec le réchauffement. C'est un projet pilote. Et alors, qu'est-ce que vous avez observé là ces derniers temps ? Alors, ce que l'on a vu, c'est que les épisodes polliniques, depuis 10 ans, deviennent plus courts et plus intenses.
c'est un peu ce qui a déjà été dit, c'est que alors il faut évidemment le vérifier à partir de toutes les données, mais il semble que dès qu'il y a un aléa climatique, par exemple un pic de chaleur, la saison pollinique démarre très rapidement et très fortement. Donc pour les personnes qui souffrent de rhinite allergique, qui sont allergiques à ces pollens, ça va être évidemment beaucoup plus difficile de se protéger sur le pic pollinique. Donc l'idée, c'est de pouvoir anticiper. C'est de pouvoir les prévenir pour faire de la prévention, de les alerter plus tôt peut-être, ou de lier ça avec la météo pour qu'ils puissent anticiper les pics polliniques et fournir aussi toute cette cartographie à tous les décideurs locaux ou aux citoyens pour s'informer. D'accord. On pourrait imaginer quand même que les particules de pollution pourraient emprisonner du pollen et du coup le rendre peut-être plus agressif pour nous. Le réseau, le RNSA, le réseau de surveillance aérobiologique en France, considère que les particules de pollen s'imprègnent de particules de pollution, et ce qui pourrait les rendre plus agressives, en fait, par exemple, dans un milieu urbain. D'accord. Voilà. Okay. Donc il y aurait peut-être des liens sur des zones urbaines versus des zones moins denses. Et donc ça, on va pouvoir le voir en cartographiant tout ça. Bon, merci beaucoup en tout cas. Des études ont montré également un lien entre les allergies et l'état de santé de nos intestins. Oui, le lien n'est pas forcément évident comme ça à première vue, mais vous allez vite comprendre. Axel Maillet, vous êtes une spécialiste de la santé intestinale, un sujet que nous connaissons bien toutes les deux parce que nous faisons le même métier. Et c'est vrai que réparer un intestin dysfonctionnel, c'est un peu la base de notre prise en charge. Les allergies, c'est d'abord une histoire de muqueuse. Tout à fait. C'est une histoire de muqueuse. Effectivement, on a parlé des allergies respiratoires et les allergies cutanées, mais il y a certainement et assurément aussi l'intestin qu'il ne faut pas oublier. Ce sont des récentes données que nous avons eues dans ce domaine. Muqueuse et j'ai envie de dire barrière. Barrière parce que l'intestin est avant tout une barrière. Il participe bien évidemment, et on ne le sait pas, à 70%, voire 80% de notre immunité dès l'enfance, mais c'est également une barrière pour éviter de laisser passer ces allergènes dans la circulation générale et générer aussi une surstimulation de notre système immunitaire général. Exactement. Et quand notre muqueuse intestinale est inflammée, eh bien, nos intestins deviennent hyper perméables, c'est-à-dire qu'ils deviennent une sorte de passoire. Il va laisser passer les allergènes, les toxiques, les antigènes alimentaires, bref, tous les méchants qui vont bombarder notre système immunitaire et qui va se mettre du coup en mode hyperactif. Et on a l'allergie, d'où l'importance en fait de prendre en charge cette santé intestinale dès le plus jeune âge. Absolument, c'est très important déjà au niveau du mode d'accouchement. Un mode d'accouchement par voie basse, évidemment, est complètement différent d'un mode d'accouchement par césarienne, parce que par césarienne, on prend en fait tous les... Oui, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on hérite du microbiote de la maman. On hérite du microbiote de la maman. Quand on accouche par voie basse, en tout cas. Donc, si la maman a un mauvais microbiote... Effectivement, l'accouchement est très important parce que c'est ce dont hérite le bébé. Donc du microbiote de la maman quand c'est par voie basse ou du microbiote, j'ai envie de dire, de la salle d'accouchement si c'est par césarienne. Ouais. Donc ça, c'est une première nodée parce qu'effectivement la richesse et la diversité sera bien plus bénéfique pour le bébé si c'est fait par voie basse plutôt que par césarienne. Ça veut dire que plus son microbiote est varié, plus il aura de souches bactériennes différentes, moins il aura de risque de développer une allergie en fait. C'est exactement ça. Plus le microbiote est varié, plus ces bactéries qui sont dans l'intestin du nouveau bébé vont stimuler la muqueuse. On parlait de muqueuse. Et c'est la stimulation de cette muqueuse qui va en fait faire le développement et la maturation du système immunitaire du futur enfant et futur adulte. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à nos bébés, soit des bébés qui sont nés par césarienne ou d'une maman qui malheureusement avait un microbiote tout pourri? Qu'est-ce qu'on peut faire? Leur donner déjà des probiotiques? Ça va passer par l'alimentation? On peut effectivement donner des probiotiques dès la naissance. Pour les personnes qui allaitent leur bébé, on peut le mettre sur le mamelon, effectivement. Ces probiotiques sont essentiellement des probiotiques des bifidobactéries et des lactobacilles, mais essentiellement les bifidobactéries qui vont permettre notamment de stimuler avec ces bactéries qui vont envoyer le bon message à l'enfant
un bon système immunitaire et le renforcer également lorsqu'il va commencer à faire la diversification alimentaire et être au contact en fait des différents allergènes lorsqu'il va commencer à marcher par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous à nos âges pour apaiser nos muqueuses un peu inflammées qui vont aggraver justement ces allergies? Alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à faire. C'est déjà, moi j'ai particulièrement un protocole j'ai envie de dire en 4 R, qui est effectivement de retirer les allergènes. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller rechercher les types d'allergènes qui provoquent ces intolérances. On ne va pas forcément parler d'allergie, l'allergie étant génétique. Les intolérances provoquent aussi des manifestations qui sont des manifestations déjà aussi intestinales. Quand on a effectivement des alternances diarrhée-constipation, des maux de ventre, des régurgitations et puis des manifestations à long terme cutanées ou des allergies, il faut déjà commencer à se poser la question. Donc retirer déjà ces allergènes, retirer également tout ce qui va être perturbateur. On parlait en fait de la pollution, donc il y a les perturbateurs endocriniens dont on ne parle pas beaucoup. Donc ça veut dire manger plutôt bio, en tout cas voilà, pour les fruits et légumes. Pour les fruits et légumes. Et également retirer les aliments, c'est très facile à trouver sur Internet, les aliments histaminogènes, histaminolibérateurs, puisqu'on a vu qu'il y a de libération d'histamine en excès, et si on consomme des aliments qui déjà contiennent beaucoup d'histamine ou qui vont provoquer la libération d'histamine en excès, là c'est sûr qu'on aggrave notre problème. Et puis, et puis peut-être revenir sur certains aliments qui sont aujourd'hui pas très bons pour notre muqueuse inflammatoire, qui vont irriter notre muqueuse inflammatoire. Effectivement, toute muqueuse qui est soumise à un allergène s'enflamme. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc l'alimentation passe aussi par une alimentation que j'appellerais plutôt neutre, qui est une alimentation anti-inflammatoire. L'alimentation, donc retirer ce qui est inflammatoire aujourd'hui, c'est bien évidemment tout ce qui est sous cellophane. C'est l'alcool, malheureusement. Ça peut être certains chocolats. Je mettrai de côté le chocolat noir. Ce sont des aliments qui sont riches en acides gras saturés, donc à retirer. Donc les bons aliments sur lesquels on va aussi permettre de calmer l'intestin, ce sont les aliments qui sont riches en oméga 3. Les oméga 3 qui sont en fait le bon gras, qui est un rôle anti-inflammatoire, qui sont présents dans les poissons gras, les petits poissons gras de préférence, dans les huiles végétales comme l'huile de colza ou l'huile de cameline, mais également aussi dans les graines de chia qu'on peut rajouter à un yaourt, par exemple, et qui sont très riches aussi en oméga 3 végétaux. Retirer effectivement aussi tout ce qui est histaminogène, histaminolibérateur, mais aussi renforcer avec tout ce qui est polyphénol, mais aussi le curcuma, qui est un épice qui peut être extrêmement intéressant parce qu'il a un rôle à la fois de cicatrisation de la muqueuse et à la fois anti-inflammatoire. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Tout ce qui est en fait antioxydant aussi, parce que antioxydant, l'oxydation génère de l'inflammation. Donc les polyphénols, malheureusement le resveratrol présent dans le vin est histaminogène, donc à voir si ça passe ou pas. Mais également tout ce qui est baie, tout ce qui est coloré en fruits et légumes, bourré d'antioxydants et de polyphénols. Avoir en gros une alimentation anti-inflammatoire. Peut-être attention chez certaines personnes au gluten et aux produits laitiers qui peuvent avoir un rôle irritant sur la muqueuse intestinale. Oui, le gluten, effectivement, merci d'avoir rajouté cette précision. Et toujours on peut observer parfois des choses assez étonnantes de gens qui avaient des eczémas, des psoriasis, le jour où ils l'enlèvent, plus rien. Bon voilà, c'est là on peut se dire qu'il y a effectivement un lien entre nos intestins et les allergies. Voilà, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez explorer votre santé intestinale de façon un peu plus poussée, n'hésitez pas à aller voir Axel ou des nutrithérapeutes dont c'est le métier. Merci beaucoup Axel. Merci. Avant de terminer cette émission, docteur Leguet, peut-être un mot aussi sur la désensibilisation, parce que bon, on a parlé d'allergie, peut-être parler des solutions, prendre soin de son microbiote, ok, mais il y a aussi la désensibilisation. Comment ça marche simplement et est-ce que ça marche surtout sur du long terme? Alors, la désensibilisation, c'est un mauvais mot. Il faut mieux parler de hyposensibilisation. On diminue l'allergie, on ne la supprime pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des succès avec la désensibilisation. Soit on prend des gouttes sous la langue, soit des petits comprimés. Ouais. C'est tous les jours, malheureusement. Les gens se lassent un peu, d'autant plus. C'est un peu contraignant. C'est un peu contraignant, mais c'est une solution qui est simple, qui a très très peu d'effets secondaires. Mais est-ce que ça marche?
Est-ce que ça marche sur du long terme ou pas? Alors, normalement, une désensibilisation doit être entretenue 3 ans, de 3 à 5 ans. Alors, je peux vous dire que sur le plan des désensibilisations sur les hyménoptères, c'est-à-dire les guêpes, les abeilles, qui se font toujours par voie injectable, incontestablement, ça marche. En ce qui concerne les désensibilisations par voie sublinguale, les résultats sont un peu plus aléatoires. Le meilleur traitement d'allergie, c'est la prévention. Merci beaucoup, Dr Leguet, le Père Noël du Périgord noir. Merci d'avoir été avec nous. Bon, finalement, moi, si j'ai peut-être un conseil à vous donner en attendant que la planète se porte mieux, c'est de prendre soin déjà de notre santé intestinale. Ça, on peut tous le faire, hein. C'est assez accessible. Et puis, bon, éventuellement, avoir recours à des traitements et faire de la prévention. Mais on l'a vu, c'est pas toujours simple. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à mes 3 invités. C'était passionnant. Merci. Je pense qu'on a tous appris plein de choses. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.